Bienvenue dans l'événement du dimanche. LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, le premier secrétaire du Parti Socialiste, nouvellement réélu. Beaucoup de sujets à aborder ensemble durant cette heure d'interview avec à mes côtés pour vous interroger. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour Olivier Faure. Je le disais, beaucoup de sujets et on va évidemment revenir sur ce conclave des retraites. Pas d'accord, mais des avancées pour le Premier ministre. Stratégie du verre à moitié plein ou déni de François Bayrou. On se posera la question. Mais d'abord, vous êtes à nouveau au centre du jeu, Olivier Faure, avec cette motion de censure déposée avant même la prise de parole de François Bayrou cette semaine, qui sera examinée ce mardi 2 juillet. Et cette prise de parole d'un certain François Hollande, que vous connaissez bien dans Le Parisien, qui le dit, il la votera, cette motion, dès lors que le RN ne s'y associe pas. L'ancien président parle-t-il en son nom ou au nom du Parti Socialiste? Êtes-vous sur la même ligne? Oui, il parle en son nom. La décision du PS, du groupe parlementaire, elle est assez simple. C'est que nous considérons que le Premier ministre, qui s'était engagé au moment du vote du budget à organiser un conclave qui était censé remplacer la loi Borne, devait au final présenter un texte devant les parlementaires. Le Parlement devait avoir le dernier mot. Ces mots sont du Premier ministre lui-même. À partir du moment où il ne le fait pas, où il ne tient pas ses engagements, où il se parjure, il y a une évidence au fait qu'il ne peut pas, pour nous, rester Premier ministre. Et donc nous le censurons en espérant qu'il le soit. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que ce qui était pour le RN une ligne rouge, la retraite à 62 ans, eh bien, est devenue en réalité une ligne en pointillé et visiblement, ils n'ont pas l'intention de le censurer. Donc François Hollande pourra voter en toute tranquillité, mais la réalité, c'est que nous, quand nous déposons une motion de censure, ça n'est pas simplement pour faire semblant. C'est pas juste une motion du symbole. Vous souhaitez donc, pas une motion en mousse. Vous appelez le Rassemblement national à s'associer au vote de la gauche. Je n'appelle jamais le RN. Simplement, ce que j'observe, c'est que après avoir longtemps expliqué qu'il était devenu un parti social, est un parti qui n'est pas d'accord pour augmenter le SMIC, ne veut pas toucher à la réforme Borne, ne veut pas être à l'origine d'une nouvelle fiscalité sur les grands patrimoines et les grandes entreprises. Bref, on voit bien qu'en réalité, ils ont, sur le plan économique, sur le plan social, rejoint le bloc libéral, ce qui ne viendra personne. Arlette Chabot. Parce que c'est très important que vous disiez, oui, nous souhaitons que cette censure soit adoptée. Et donc la conséquence, c'est pas de gouvernement Bayrou, le gouvernement est renversé. Parce que on se dit quand même, la censure de confort avec l'idée que c'est pas grave, parce que de toute façon, on veut éviter les conséquences de la chute d'un gouvernement, la possibilité, on l'évoquera tout à l'heure, d'une dissolution, c'est quand même un peu étrange, quoi. Donc c'est le sentiment qu'on avait, c'est la censure symbolique. Et vous dites vraiment, non, ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce que dit François Hollande aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il dit, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand on pose un acte comme celui-là, la censure, ça n'est pas n'importe quoi. Oui, justement. Oui. Et d'ailleurs, vous remarquerez que nous n'avons pas ni déposé à tout bout de champ, ni même voté à n'importe quel moment des motions de censure. Censurer, ça veut dire vouloir faire tomber un gouvernement. Mais oui, je crois que vous voulez faire tomber le gouvernement de François Bayrou. L'idée, effectivement, est claire, c'est que nous souhaitons que le gouvernement de François Bayrou puisse être, donc que François Bayrou soit plus Premier ministre et qu'il y ait un véritable changement, que nous trouvions là un interlocuteur à Matignon, parce que qu'est-ce qui se passe depuis en fait que Bayrou est à Matignon? Il ne se passe rien. Moi, ce que j'aurais souhaité... Vous ne reconnaissez aucune avancée dans ce conclave, dans les annonces qu'a faites le Premier ministre? Et vous dites, il avait promis ce texte présenté au Parlement, il le dit, ça sera des mesures, des dispositions, on y reviendra. Il y a quand même des avancées qui sont notables, sur le travail des femmes, les carrières hachées, intégrées au texte du financement de la protection. Avec, en réalité, une responsabilité très lourde de François Bayrou. Pourquoi? Parce que d'abord, dans un premier temps, il dit il n'y aura pas de totem, pas de tabou, y compris l'âge légal. Au mois de mars, il revient à la télévision et il explique qu'en réalité, on ne touchera pas à l'âge légal. Et puis, une semaine avant la fin du conclave, il explique à l'Assemblée que s'il n'y a pas de conclusion positive au conclave, on en restera à la loi Borne. Alors ça donne quoi? Mais là-dessus, il a bougé. Vous lui reconnaissez ça? Mais oui, mais en fait, si on voulait que le conclave aboutisse, il fallait expliquer au MEDEF qu'il avait effectivement le pistolet sur la tempe. Là, c'est exactement l'inverse. On leur dit, vous avez un droit de veto, vous pouvez ne rien faire, et de toute façon,
on en reviendra à cette loi Borne que vous avez vous-même approuvée. Donc quand voulez-vous que le conclave puisse aboutir à quoi que ce soit? Et donc il a été lui-même l'instigateur de l'échec. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une vraie difficulté avec François Bayrou. Moi, ce que j'aurais souhaité au moment où il est devenu Premier ministre, nous n'avons pas de majorité. Et au moment où vous avez dealé, certains disent même combiné avec lui. Non, nous n'avons pas combiné, nous avons cherché dans l'intérêt du pays à trouver des accords sur un certain nombre de sujets qui permettent au pays d'avancer, parce qu'on ne peut pas dire que pendant 2 ans, on se satisfasse du fait qu'il ne se passe rien. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que nous puissions bâtir des compromis. Il n'a pas de majorité, nous n'avons pas de majorité. Et les Français nous ont mis dans cette situation avec laquelle nous devons travailler. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'à certains moments, eh bien, on se dise, bon, je n'obtiendrai pas tout mon programme, rien que mon programme, ou tout mon bilan, rien que mon bilan. Ça suppose que chacun fasse un pas et accepte l'idée qu'on ne peut pas se comporter comme si nous avions des majorités absolues. Or, qu'observe-t-on aujourd'hui? Soit on est dans la procrastination, donc on renvoie au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, soit, en fait, on se comporte, là je parle du gouvernement, comme si on avait toujours, comme s'il avait toujours une majorité absolue, et donc on essaie de faire passer des textes et des budgets comme s'il y avait une évidence au fait que rien n'avait bougé. Or, il y a eu 2 élections l'an passé, une élection européenne et une élection législative. Les 2 ont marqué la défaite du bloc libéral, et donc il y avait une logique à ce que nous soyons dans une situation où il y ait des avancées, y compris sur le terrain que porte la gauche. Si on revient à mardi 1er juillet, examen de cette motion de censure, vous l'avez vous-même dit, le RN ne s'y associera pas. On peut être à moins d'une surprise, dernière minute. Arithmétiquement, pas de chance de faire tomber le gouvernement. Encore une fois, en sachant ça, vous le pressentiez peut-être. Vous voyez bien que peut-être que la volonté du RN aujourd'hui à date, ce n'est pas ça. Sans doute à la rentrée avec le budget, on aura l'occasion d'en reparler. Mais arithmétiquement, vous redonnez l'ascendant, encore une fois, au parti de Marine Le Pen. Vous leur donnez les clés de choisir. Mais je ne vois pas encore l'ascendant. On va au contraire faire une démonstration flagrante. Il y a tellement de Françaises et de Français, y compris des couches populaires, qui aujourd'hui s'imaginent que demain, avec l'extrême droite, leur destin personnel va changer. Eh bien, nous allons leur faire la démonstration que l'extrême droite est une imposture. Et que là où beaucoup, je pense notamment à ces terres qui furent autrefois à gauche, je pense au Pas-de-Calais par exemple, au nord, où l'extrême droite aujourd'hui est très dominante, eh bien, qu'allons-nous dire à ces ouvriers, à ces ouvrières? Nous allons leur dire tout simplement que l'extrême droite, ça ne changera pas. Parce que vous pensez que ces électeurs veulent la chute du gouvernement? Je pense que ces gens, aujourd'hui, pour une part d'entre eux, une large part malheureusement, se sont illusionnés avec l'idée que l'extrême droite, si elle arrivait au pouvoir demain, eh bien, elle changerait leur destin, qu'elle changerait la vie de leurs enfants. Eh bien, la réalité, c'est que l'extrême droite, elle a, sur le terrain économique et social, la même politique qu'Emmanuel Macron. Et donc, qu'elle ne veut rien changer. Et s'ils veulent, au contraire, le changement, eh bien, c'est à nous maintenant, à nous la gauche, eh bien, de faire la démonstration que nous pouvons effectivement être ceux qui leur apportent un autre avenir. Ça marque une certaine rupture avec François Bayrou, un dialogue que vous ne souhaitez pas continuer, poursuivre avec le Premier ministre. C'est une étape importante parce que vous lui avez accordé effectivement un sursis. Il y a eu ces discussions. Probatoire. Pardon? Probatoire. Oui, absolument. Bon, franchement, t'étais un tout petit peu naïf d'imaginer qu'il y aurait une réforme des retraites totalement différente qui serait discutée. Mais bon, au point où on en est aujourd'hui, l'indulgence à l'égard de François Bayrou, c'est fini. Ah, plus aucune indulgence. Plus aucune. Et je vais vous dire les choses très simplement. C'est que nous avons, au cours de l'hiver passé, été négociés sur le budget. Oui. Il y a nombre de crédits qui avaient été réattribués, réaffectés, et qui ont été depuis gelés par le gouvernement. Il faut quand même qu'au gouvernement, on comprenne que il n'y a pas les analphabètes au groupe socialiste, et que nous savons lire, et que donc il n'y aura pas 2 fois la même main tendue. Quand on nous mord la main, on vous a mordu la main. Absolument. Et moi je considère que en fait on nous a trahis,
et que ce que nous avons nous-mêmes cherché de bonne foi, nous n'avions aucun intérêt à ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Aucun. Nous l'avons fait en prenant notre propre risque, en sachant qu'une partie de la gauche ne comprendrait pas ce que nous faisions. Mais nous l'avons fait parce que nous considérions qu'il y avait un moment important et qu'un pays ne peut pas vivre sans budget. Et donc qu'il fallait faire un choix. Nous avons fait un choix courageux. Mais ce choix, il supposait qu'en regard, il y ait le même courage de la part du gouvernement et qu'au moins, à minima, sur les sujets sur lesquels nous avions négocié, il ne bouge pas, il a bougé. Eh bien, dans ces cas-là, nous ne pouvons pas lui accorder la même confiance. Et donc, pour la prochaine négociation sur le prochain budget... Oui, vous êtes invité bientôt à Bercy à discuter. Vous dites non, vous n'irez pas. Nous poserons d'entrée de jeu les sujets sur lesquels nous ne négocierons pas davantage. Et à partir de là, on verra ce qu'ils font. S'ils ne bougent pas, nous ne bougerons pas. Et François Bayrou, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait peut-être, parce que c'est une possibilité que vous changiez d'avis d'ici à mardi, en retirant cette motion de censure. Il s'exprime à la mi-journée. Est-ce que ce matin, sur notre antenne, s'il vous écoute, vous avez un message à lui faire passer? Mais non, nous ne changerons pas d'avis. La seule chose qui pourrait nous faire changer d'avis, c'est qu'ils nous disent « je déposerai un texte qui permettra, y compris, de parler de l'âge légal ». Et donc de tous les financements alternatifs à celui du recul de l'âge légal. Et à partir de là, effectivement, sa promesse serait tenue, et donc nous n'aurions aucune raison de le censurer. Mais comme je vois bien que ce qu'il essaye de faire n'est pas cela, il essaye de dire qu'il va reprendre une partie de ce à quoi le négociateur, donc M. Marette, avait plutôt abouti, et peut-être le proposer sous forme d'un projet de loi. Nous verrons bien. Mais inclus dans celui de la sécurité sociale. Il y a quand même des avancées. Est-ce que ça, vous saluez cela? Sur les carrières des femmes, je le disais, sur l'âge de la décote, reconnaissance de la pénibilité aussi. Si, bon là encore, il y a beaucoup de si. Oui, il y a beaucoup de si. Il y a encore beaucoup de si, effectivement. Il faudrait aussi dire que sur la pénibilité, il n'y a toujours pas de réparation. C'est-à-dire que, en fait, on reconnaîtrait 3 critères de pénibilité qui avaient été supprimés en 2017, mais qui ne donneraient lieu qu'à des mesures de prévention ou de reconversion, mais qui ne permettraient pas de partir plus tôt à la retraite, que ce serait financé en réalité non pas par le patronat, ce serait financé par de l'argent qu'on enlèverait en fait sur les carrières longues, sur ceux qui ont commencé à travailler très tôt, et donc une partie d'entre eux ne partirait plus aussi tôt que c'est le cas aujourd'hui. Donc on voit bien que tout ça est un peu un marché de dupes, et donc j'attends de voir ce que dira le Premier ministre, mais tout ce qui relève des avancées, évidemment, nous y sommes favorables, nous ne sommes pas complètement fous. Mais ce que je vois, c'est que malgré tout, tout le débat, c'est un débat quand même qui est un débat à la fois démocratique et un débat social. Cette réforme n'a jamais été adoptée par le Parlement. Ça a été adopté par la voie du 49.3 après 6 mois de manifestation. Sous Elisabeth Borne. Et depuis, le seul vote intervenu à l'Assemblée, c'était il y a 3 semaines, à l'initiative du groupe GDR, il y avait une résolution. Alors, une résolution, ça ne permet pas de changer quoi que ce soit, mais ça dit quelle est l'intention du Parlement. Eh bien, le Parlement a une immense majorité à décidé de revenir à 62 ans. Donc il y a un moment aussi où il faut tenir compte de ce que dit le Parlement. On ne peut pas avoir une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, où personne n'a de majorité, où quand le Parlement exprime une position très claire, elle n'est pas suivie. Vous connaissiez de toute façon effectivement la position de François Bayrou. On peut regarder quand même vos amis, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il vous a pas raté. Hein. Après tout, échec annoncé du conclave, il dit Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est le bilan des combines du Parti Socialiste pour sauver Bayrou, on le voit, avec un pacte de non-censure qui a détruit le nouveau Front populaire. Voilà. Et le budget, évidemment, il parle de cette mascarade. Franchement, vous pensez que le dépôt d'une motion de censure mardi, ça va vous réconcilier avec la gauche, ou vous dites finalement Jean-Luc Mélenchon avait raison, comme vous l'expliquez, on a été un peu naïf, quoi. C'est pas une question de naïveté, c'est une question à un moment de prise de risque, de capacité aussi à dépasser, à penser parfois contre ses propres intérêts, même en connaissant, au service de la France. Vous êtes un animal politique, mais en sachant qu'il y a évidemment une prise de risque. Il y a une prise de risque. Vous connaissez François Bayrou, on le décrit quand même depuis quelques années, on trace un portrait de l'homme. Mais la réalité, c'est que en fait, nous voulions à un moment faire, y compris un choix. Et peut-être une démonstration aussi. Moi, je ne veux pas, dans un moment comme celui-là, à l'avance, expliquer que rien n'est possible avec personne. Vous auriez à cette époque-là dit, mais comment se fait-il que vous ne soyez pas capable de sortir de vos propres lignes d'eau et que vous soyez toujours dans une forme de sectarisme? Nous avons fait la démonstration que nous pouvions sortir de nos propres habitudes, de nos propres meubles. Vos anciens alliés disaient de vous que vous étiez des traîtres.
Voilà ce qui vous répondait en faisant ça. Ça m'est égal. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut parler aussi aux Françaises et aux Français et leur dire, voilà, nous sommes dans une situation qui est une situation terrible. Nous avons aujourd'hui des enjeux qui sont gigantesques devant nous. Donc, est-ce qu'on considère que ces enjeux-là ne méritent pas d'être traités ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'avancer? Et si on parle aux Françaises et aux Français, Arlette Chabot, les sondages montrent quand même que la motion de censure, l'instabilité, oui, c'est la dissolution, pas vraiment à la mode. À nouveau, parce qu'en déposant une motion de censure, même si pour l'instant il n'y a pas de risque a priori, on n'est jamais à l'abri d'une surprise venant du Rassemblement national. Quand on interroge les Français, on voit bien, ils sont effectivement très partagés sur la censure et les conséquences aussi de la censure, c'est-à-dire la dissolution. On voit 48-51. Ça veut dire que vous prenez le risque quand même d'une dissolution et donc d'une instabilité politique, ce que ne veut pas d'ailleurs François Hollande. Il ne veut pas ajouter d'instabilité à la mollesse du gouvernement. Qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une situation où on ne vit pas l'immobilisme, où on n'a pas le sentiment que la stabilité de qui? De François Bayrou, oui, mais est-ce qu'on a un pays stable? Est-ce qu'il n'est pas fracturé en tous sens? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que cette incapacité à agir est une menace pour le pays? Moi, je crois que oui, et je crois que nous avons besoin d'avancer. Moi, j'aurais souhaité avoir un Premier ministre, même si ce n'était pas de ma famille politique, qui soit un Premier ministre avec lequel le dialogue soit possible, et qu'on puisse se dire, bon, on ne peut pas avancer sur tous les sujets. Mais enfin, voilà, il y a 4 ou 5 sujets d'ici à la fin de la législature sur lesquels il faut avancer. Quels sont-ils? Quelles sont les lignes rouges que chacun fixe? Et comment est-ce qu'on peut avancer dans l'intervalle? Et faire en sorte que nous ne perdions pas ce temps qui est un temps précieux. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui ont besoin de nous. La politique, ça n'est pas simplement un jeu entre quelques-uns. La politique, c'est d'abord la meilleure façon de faire vivre des Françaises et des Français. Et donc, ça veut dire que vous prenez le risque d'une dissolution. Ça veut dire que si le gouvernement est renversé, vous prenez le risque d'une dissolution. Bien sûr. Quand vous entendez Marine Le Pen hier notamment dire à ses troupes, il serait assez dangereux, je crois, de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution. Vous partagez donc cette lecture? Bien sûr, c'est un droit qui appartient au chef de l'État et il avait 1 an pendant lequel il ne pouvait plus dissoudre. Nous sommes à la fin de cette période, donc désormais, la dissolution est possible. Avec donc le retour du nouveau Front Populaire. J'aimerais, et on aimerait avec Arlette, comprendre un peu la stratégie du Parti Socialiste. L'alliance, le NFP, c'est terminé. Vous le dites, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le dirigeant naturel de toute la gauche, très bien. Mais vous amendez cela du fait que peut-être, des accords défensifs avec LFI aux législatives en cas de risque du Rassemblement national. Est-ce que a besoin d'éclairage? Parce que c'est fini, mais pas complètement. C'est pas complètement clair. Vous avez tout dit, en réalité. La réalité, quelle est-elle? C'est que nous avons constitué, au moment de la dernière élection législative, un accord qui déjà faisait suite à une rupture après le 7 octobre avec la NUPES. Nous l'avons fait parce qu'il y avait une menace qui était une menace évidente. Tous les sondages indiquaient que l'extrême droite pouvait l'emporter et que Jordan Bardella pouvait devenir Premier ministre. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'équivalence entre la gauche radicale et l'extrême droite. C'est le cas encore aujourd'hui, Olivier Faure. Les sondages le montrent. Je me battrai. Ce sont les mêmes. Ils n'ont pas bougé, voire même le Rassemblement national a encore explosé. Je me battrai contre l'extrême droite. Oui. Et donc, s'il y a une menace d'extrême droite et que la seule façon d'interrompre la progression de l'extrême droite, c'est de reconstituer un accord avec l'ensemble de la gauche, je le ferai. Je le ferai parce que je crois que nous le devons à nos concitoyens. Ce serait trop grave d'avoir aujourd'hui un Trump miniature à Matignon. Donc nous n'avons pas besoin de cela. Le monde Jordan Bardella, c'est Trump miniature. Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il ait d'autres références que celle-là. Donc je vois ce qui se fait et je vois qu'aujourd'hui la menace n'est pas la gauche radicale. La gauche radicale, elle n'a aucune chance de l'emporter et elle n'a pas, dans les sondages, dans les enquêtes qui sont réalisées, de capacité à gagner une élection présidentielle. L'extrême droite, oui. Et donc ce que je vois, c'est que nous sommes dans une situation où aujourd'hui vous avez les États-Unis, vous avez l'Argentine, vous avez la Hongrie. Hier, il y avait un certain nombre de députés européens socialistes qui sont partis manifester à Budapest. La marche des fiertés. Il y avait la marche des fiertés parce qu'aujourd'hui, les droits de ces minorités sont aujourd'hui menacés par la Hongrie de Orban. Vous avez l'Italie de Meloni. Vous avez en réalité toute une série de pays où l'extrême droite est déjà arrivée en tête. C'était le cas en Autriche, c'était le cas aussi...
enfin c'était pas le cas, pas en tête, mais enfin si, aux Pays-Bas. Ouais, en Pologne aussi. Ça a été le cas en Pologne avec un nouveau président qui a été élu. C'était aussi, ils sont arrivés en tête dans un certain nombre de pays. Je pense à la Slovaquie, je pense aussi à la progression faramineuse en Allemagne où ils sont à 20%, au Portugal où ils sont passés en 2 ans de 7% à 20%. Donc de quoi a-t-on peur aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment de Jean-Luc Mélenchon dont on a peur ? De la gauche radicale ? Moi, je crois que cette gauche radicale, elle est effectivement instrumentalisée pour permettre aujourd'hui de dire que la gauche est plus dangereuse que l'extrême droite. La vérité, c'est que la menace aujourd'hui pour notre pays, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Juste précision, la gauche radicale, venez-vous dire, ne peut pas gagner une élection présidentielle. Oui, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner, selon vous. Bien sûr. Donc, on est de toute façon en chemin, et il y a des candidats. On a vu Raphaël Glucksmann qui se prépare, par exemple, avec lequel vous pouvez discuter. Ça veut dire que, de toute façon, pour vous, il y aura vraiment 2 gauches qui seront représentées à l'élection présidentielle qui aura lieu théoriquement en 2027. Oui, absolument. Absolument. Et au-delà des qualités... C'est acté, quelles que soient les conséquences. C'est-à-dire, il y a quand même la difficulté d'arriver au second tour, d'être qualifié pour le second tour. Oui, je crois que la possibilité existe pour un candidat qui rassemblerait dans ce périmètre de Ruffin à Glucksmann, de Autain à Tondelier, et les socialistes bien sûr, et les communistes. Il y a la possibilité de permettre à un ou une candidate d'accéder au second tour. Pourquoi je dis que la gauche radicale ne peut pas l'emporter ? Parce que la figure même de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est devenue un problème pour nombre de Français et qu'il est celui qui, au 2e tour, permet la cristallisation des votes entre la droite et l'extrême droite. Et donc, il y a effectivement un sujet, c'est que, d'ailleurs, les enquêtes d'opinion le prouvent aussi. Mais qu'il arrive au 2e tour, certains le prédisent, seul. Mais c'est une possibilité aussi. Ouais. Si la gauche, le reste de la gauche n'est pas capable, n'a pas la maturité pour s'allier, pour construire à la fois une plateforme commune et déterminer qui sera le candidat ou la candidate commun aux communes, oui, effectivement, dans ces cas-là, on lui ouvre un boulevard. Et d'ailleurs, c'est le pari qu'il fait. Il est persuadé que nous ne serons pas capables d'y parvenir et que donc, du coup, il y aura lui comme candidat, un candidat qui présentera la social-démocratie old school, et que dans cette opposition entre 2 gauches qu'il considère comme irréconciliables, il y aura la possibilité d'un chemin pour lui. Voilà ce qu'il pose. Et moi, ce que je dis ce matin devant vous, et que je redirai le 2 juillet avec l'ensemble des partenaires qui s'y joindront, c'est que nous sommes prêts. On est en effet à Bagneux, vous vous rassemblez tous ensemble pour discuter des conditions d'une candidature commune en 2027. Et nous allons fixer et faire la démonstration d'une volonté commune de parvenir à la fois à une plateforme et à un candidat commun. Et ce sera donc la possibilité de commencer à incarner collectivement une équipe et puis ensuite de déterminer qui dans cette équipe devra porter le maillot jaune pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Vous avez dit social-démocratie old school, hein, old school. Dépassée, vieille, c'est pas un peu ça le problème des gauches? Vous citez l'arrivée de l'extrême droite un peu partout en Europe, en tout cas la progression des partis qui incarnent cette extrême droite, c'est-à-dire que vous avez du mal à exister. Peut-être que c'est le temps de la droite qui est arrivé, alors qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, c'était la gauche et la social-démocratie. La social-démocratie n'est pas un peu dépassée aujourd'hui? Moi, je crois que la social-démocratie, elle vit aujourd'hui une forme de paradoxe, parce que ce qui est en crise, la crise écologique, la crise climatique, la crise de la biodiversité, elle n'est jamais que liée à cette surexploitation de la planète. Et donc c'est une crise en réalité du modèle libéral. Et que à chaque fois que la gauche social-démocrate a fini par se fondre dans le néolibéralisme, elle s'est perdue. Et donc personne n'en perçoit même la raison d'être. Et ce qu'il faut retrouver, c'est une raison d'être qui permette d'opposer 2 modèles. Un modèle qui, pour moi, est en plein échec, et un modèle qui est celui du socialisme écologique, qui doit permettre là de nouvelles avancées, de permettre aussi de comprendre que ce qui a fait le succès de la social-démocratie, c'était quoi? C'était une période de prospérité économique, avec une croissance continue. Période très 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 lointaine, accordez-nous cela, Olivier Faure, et on en parlera avec le budget. Bien sûr, une période où on considérait aussi qu'il n'y avait pas de limite à l'exploitation de la planète,
nous n'étions pas encore conscients complètement, malheureusement, de ce qu'on appelle désormais l'Anthropocène. Et donc, nous n'avions pas conscience de la finitude du monde. Et puis, il y avait un troisième élément, c'est que nous avions aussi l'Union soviétique, la guerre froide, et un patronat qui était plutôt disposé à négocier avec les sociodémocrates pour éviter la contagion communiste. Ce temps-là est terminé. Révolu. Et donc aujourd'hui, révolu absolument. Ouais. Et donc aujourd'hui, il faut se réinventer. Et se réinventer. Pour moi, le point de passage, c'est le socialisme écologique, avec cette capacité d'abord à réhumaniser les politiques publiques, à faire en sorte que nous puissions aussi réconcilier un pays qui est aujourd'hui un pays fracturé dans tous les sens. On va faire juste une courte pause, Olivier Faure, et beaucoup d'autres sujets à aborder avec vous. Juste en un mot sur les conditions de désignation du candidat de la gauche en 2027. François Hollande dit pas de procédure de parti ou d'une primaire. C'est votre souhait également ? Moi, je souhaite que nous nous accordions. Je ne sais pas quelle sera la procédure, mais je souhaite qu'il n'y en ait qu'un ou une seule. Qu'un ou une seule, et c'est possible. Mais je le crois possible, et je crois que d'autres en partagent la volonté, et c'est pourquoi je suis plein d'espoir. Olivier Faure, courte pause. Dans quelques instants, on parlera mur du budget, et puis la situation internationale. On le voyait dans le journal, cet appel du ministre des Affaires étrangères à Gaza. Situation extrêmement préoccupante sur place. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec notre invité, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Avant d'aborder un gros morceau, celui du budget, de l'Himalaya, de difficultés, des milliards d'économies à trouver, une rapide question sur cette interview, ces propositions de Vincent Jeanbrun, député LR ou droite républicaine, qui est député donc du Val-de-Marne, qui propose son plan banlieue. Et au milieu de plein de mesures, notamment concernant les logements sociaux, concernant la police, il propose d'élire les juges. Parlons visiblement de tous les magistrats. Il le dit, beaucoup de Français ne comprennent plus les décisions de justice censées être rendues au nom du peuple, ce sont ses mots. Ce n'est pas possible d'avoir autant de Français qui se disent que la justice fait n'importe quoi. Et donc il dit, ça peut se faire par des intermédiaires, des élus locaux, nationaux, des commissaires. On aurait aimé avoir votre sentiment quant à cette proposition sortie un peu de nulle part, un peu à l'image, en écho à ce qui se fait peut-être aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui chez nous en France. Je pense qu'il a cherché effectivement à provoquer l'attention de tout le monde. Mais cette idée est une folie. Je vous explique pourquoi. En fait, demain, si vous devez élire vos juges, ils seront eux-mêmes la proie, si on prend l'exemple du modèle américain, qui est celui qui se fait élire, celui qui a les propositions les plus outrancières, celui qui est le plus financé et donc qui a le plus de soutien financier, qui est éventuellement complètement corrompu par le narcotrafic, parce que quand on doit chercher ensuite à savoir... aujourd'hui, vous nommez... les juges sont des juges qui ne dépendent que de la chancellerie. Si demain, ils devaient dépendre du vote de leurs concitoyens, mais ils iraient chercher l'adhésion. Et pour chercher l'adhésion, ils pourraient aussi se trouver confrontés au lobby, confrontés aussi, je le dis, au narcotrafic. Par de compromission également. Et donc trouver aussi avantage à se compromettre. Et donc on aboutirait là à un système qui serait un système où on ne jugerait plus au nom du peuple français, mais au nom d'une partie du peuple français, celui qui a voté pour le juge. Bref, cette idée me paraît complètement absurde. Absurde, populiste, mais vous partagez le constat du fait qu'il y a un divorce entre les Français et leur justice. Les derniers faits divers, décisions l'ont peut-être acté aussi. Des remises en liberté qui peut-être ne sont pas comprises du grand public, parfois. Oui, il y a des erreurs qui peuvent être commises. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'on a une justice qui manque considérablement de moyens. Je ne dis pas que rien ne s'est fait, parce qu'en l'occurrence, Dupond-Moretti a plutôt permis à la justice de retrouver un peu d'oxygène. Mais je dis bien un peu. Et qu'il en faudrait bien davantage. Et qu'aujourd'hui, vous avez une justice qui est à l'os et qui ne peut pas assumer les missions qui lui sont conférées. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut donner aux juges les moyens d'assumer cette œuvre qui est une œuvre indispensable dans une démocratie. Parlons à présent, Arlette Chabot, du budget, de l'Himalaya à venir, encore une fois pour le Premier ministre François Bayrou. Et autour du 15 juillet à peu près, François Bayrou devrait rendre ses premiers arbitrages, en tout cas donner quelques idées de ce qu'il veut faire. Le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui est un proche, Patrick Mignola, dit que le budget sera
sera courageux. Le Premier ministre se prépare. Il s'agit toujours de trouver 40 milliards, économiser 40 milliards. Donc, un effort partagé par tous les Français. Il y a une hypothèse qui court beaucoup, il y a eu beaucoup effectivement d'idées lancées, c'est l'année blanche, c'est-à-dire on gèle les crédits pour 2026 au niveau de 2025. Est-ce que c'est une idée que vous pouvez accepter ou que vous trouvez intéressante au moins ? On peut aussi dire qu'on n'a plus besoin de gouvernement, puisque c'est une année blanche. En fait, à quoi servent-ils ? Est-ce qu'il y a des priorités encore à afficher ? Est-ce qu'on a encore besoin, finalement, de s'intéresser aux projets qui doivent sortir de terre ou pas, et de ça ? Ou est-ce qu'on considère que désormais, il suffit de mettre sur pilotage automatique et puis on s'en va ? Et comment mieux dire que ce gouvernement s'apprête à ne rien faire ? En fait, j'ai du mal à comprendre même le concept d'année blanche. Et donc non, je trouve cette idée là aussi complètement inepte. Et donc, elle est une solution un peu mécanique à un vrai travail qui devrait être accompli. C'est comment est-ce qu'on trouve des ressources à mettre en face de besoins ? Comment est-ce qu'on fait pour continuer ? On vient de parler de la justice, mais on pourrait parler d'éducation, on pourrait parler de la aussi, santé. De la santé, avec là aussi un hôpital qui est exsangue. Donc comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit qu'on va rogner encore sur les budgets des services publics, ou est-ce qu'au contraire on dit comment est-ce qu'on trouve de l'argent pour le faire ? Mais il y a toujours ressources chez vous, il n'y a jamais de économie. Si, moi je suis d'accord pour les économies. Ah oui. Mais les économies, on ne les pratique pas à la hache, à la tronçonneuse, on n'est pas chez Milei. Donc on doit être dans une situation où les économies, on les réfléchit, on les pense sur la durée. Et donc le problème, c'est qu'à vouloir à chaque fois arriver en disant je vais faire du spectacle, et donc je vais faire moins 40 milliards. Mais comment est-ce que l'administration fait pour trouver 40 milliards à couper ? Ils coupent dans les budgets directement. Et ça a des conséquences jusque sur nos territoires. Aujourd'hui, ce sont les associations, y compris celles qui parfois font du soutien scolaire, font tout ce qui est nécessaire pour qu'on ne retrouve pas les jeunes dans les rues. Et ce sont eux qui aujourd'hui sont les premiers à trinquer. Et après on dit c'est quand même bizarre, la délinquance, y compris la petite délinquance, augmente. Mais pas façon Milei, vous dites, mais par exemple, un exemple très concret. Madame Morancé, présidente de région, on lui a attribué justement la tronçonneuse d'or parce que, en tant que présidente de région, elle a décidé de tailler dans beaucoup de dépenses publiques, notamment au travers de certaines associations. Ça lui a été parfois reproché, mais force est de constater que localement ça fonctionne. La Cour des comptes le dit, il faut que les collectivités puissent faire des économies supplémentaires. Il y a des choses à faire. Est-ce que vous pensez là aussi que c'est une piste ? Quand on sait, encore une fois, la Cour des comptes le dit, la dette au premier trimestre est alourdie de 40 milliards d'euros. 114% du PIB, environ 48 000 euros par Français, avec une méthode qui consiste à dire, notamment dans les transports publics, votre ticket que vous payez 2 euros coûte le triple, voire beaucoup plus à la collectivité. Il y a une forme de mécanisme à mettre en place pour alerter un peu plus nos concitoyens sur cette problématique qu'est la dette. Bien sûr, et faire attention à nos biens communs. Vous parlez des transports publics. À chaque fois qu'on a des gens qui dégradent les transports publics, ils doivent savoir qu'en réalité, ils dégradent ce qu'est notre bien commun. Et que, heureusement, qu'il y a des transports publics qui permettent de transporter les gens. Vous l'avez dit, en réalité, le ticket de métro ou le ticket de bus, il vaut 3 fois plus. Mais c'est la collectivité qui le prend à sa charge pour permettre au plus grand nombre d'assurer sa propre mobilité, pour aller travailler, rencontrer ses amis, sa famille, bref, pour pouvoir continuer à vivre et circuler librement. Bon, revenons donc à notre problème, qui est un problème aujourd'hui de dette. Cette dette, elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain. Elle est venue parce qu'il y a eu notamment, pendant ce double quinquennat d'Emmanuel Macron, 60 milliards par an de cadeaux fiscaux qui ont été en fait accordés aux grandes fortunes. Grandes fortunes, songez que les 500 familles les plus riches de France ont vu leur patrimoine doubler. Alors pour vous, doubler le patrimoine, vous vous dites ils sont passés de 1 à 2 millions. Non, non, ils sont passés de 600 milliards à 1200 milliards. Et là, on nous explique qu'il y a 40 milliards à trouver, mais des gens qui ont gagné 600 milliards en 8 ans, on ne peut pas leur trouver 40 milliards. Le contre-argument de dire il partirait si effectivement. Mais il partirait. Mais moi je crois au civisme de ces gens-là. C'est la politique je de crois que quand on est français et quand on a tout reçu de ce pays, eh bien forcément on est prêt à payer. Et vous payez vos impôts. Je les paye aussi. Arlette Chabot aussi. Et nous sommes.
Parfois, on a envie d'en payer moins, c'est une évidence. Mais enfin, quand vous en êtes à votre 10e hors-bord, que vous avez déjà 5 hôtels particuliers, que vous avez déjà fait le tour du monde 25 fois, que vous êtes à faire... qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Et vous êtes rattrapé, encore une fois, comme vous le disait Arlette, par votre fascination d'augmenter les impôts, encore une fois. Où fait-on des économies? Mais je veux bien qu'on fasse des économies là où elles sont constatées, parce qu'il y a de la gabegie, parce qu'il y a des doublons, parce qu'il y a des... C'est vrai que quand je vois que sur certains projet, on a toutes les collectivités locales qui viennent chacun mettre leur grain de sel, ce qui veut dire que dans chaque collectivité, il y a au moins un fonctionnaire qui s'est occupé du dossier. Je me dis que là, parfois, on pousse, quoi, et que c'est pas utile. Donc ça, je suis prêt à ce que ces économies-là soient réalisées, pas de problème. Mais ce que je dis aussi, c'est que l'effort, il doit être partagé, et que ça ne peut pas être toujours la même chose. C'est toujours les mêmes qui payent, et ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent. Et donc, il y a un moment où il faut quand même qu'on arrive, là aussi, il y a quelques semaines, il y a eu un débat au Sénat qui est intervenu après le débat à l'Assemblée sur la taxe Zuckman. De quoi s'agissait-il? Il ne s'agissait pas de prélever sur les Français, il s'agissait de dire que pour les Français, les quelques Français qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, alors avant d'y arriver... ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, et vous et moi, il nous faudra quelques millénaires pour y arriver. Donc, ces gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, on leur prélève 2%, un taux de 2% de leur patrimoine, pour des patrimoines qui ont un rendement annuel, en général, de 7%. C'est-à-dire qu'ils garderaient, en fait, leur patrimoine continuerait à augmenter de 5% chaque année, plus que l'inflation, et on en prendrait 2%. Et là, le gouvernement, la majorité dit, c'est pas possible. Ben non, c'est possible, justement. Et c'est vraiment un problème, parce que cette taxe, elle rapporterait 25 milliards, pour prendre cet exemple-là. Et moi, je crois qu'il y a des solutions. Simplement, à un moment, quand on ne veut pas les trouver, on ne les trouve pas. Arlette. Vous n'êtes pas quand même un peu inquiet de la situation en France, qu'on parlait de déficit avec, effectivement, qui s'est alourdi, dit la Cour des comptes, l'assurance maladie aussi alerte sur des dérapages. On ne parle même pas du déficit du commerce extérieur, des prévisions de croissance en baisse. C'est une situation qui est quand même un peu grave. Certains peuvent s'alarmer à juste titre. C'est votre cas ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, non mais la situation est alarmante. C'est pour ça que je ne retire rien d'un revers de la main. Je dis simplement que pour assurer la cohésion d'un pays, rien n'est possible sans que l'effort soit à minima partagé, et que ceux qui ont le plus soient ceux qui contribuent le plus. Aujourd'hui, on a un système qui est exactement inversé. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont le plus qui contribuent le moins. Vous savez très bien que dans notre pays, les grandes fortunes ont en réalité un taux d'imposition réel qui est inférieur à celui de quelqu'un qui rentre dans l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire juste au-dessus du SMIC. Donc il y a quelque chose de complètement aberrant, et ça n'est pas possible de continuer ainsi, parce que si nous continuons ainsi, ça crée en fait de la défiance, ça crée de la distance par rapport même à l'État, ça crée de la désadhésion à l'impôt. Or, nous avons besoin de protéger nos biens communs, que sont les services publics, que sont aussi nos ressources naturelles, et donc ça suppose de l'argent. Avant d'arriver à la situation internationale. Justement, mais je vais faire la transition moi-même, si vous me permettez. C'est que vous avez vu aussi que au sommet de l'OTAN, absolument, vous avez en fait Donald Trump qui est venu exiger des Européens qu'ils consacrent 5% de leur budget. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre 5% non plus 61 en effet consacré milliards. À la défense, oui. Mais bien sûr. Et donc là, ça veut dire qu'il faudrait que la France mette 90 milliards de plus dans sa défense. Ça veut dire qu'on serait donc dans un exercice qui est complètement impossible. Si vous mettez vos 40 milliards plus en fait l'argent consacré à la défense, c'est 130 milliards à trouver, non pas 40. Donc là, on est dans un exercice qui est juste impossible. Et je vois que le seul qui a osé à un moment refuser l'humiliation de Donald Trump, c'est un socialiste, c'est le président du gouvernement espagnol, c'est Sanchez. Et on sait quel retour de bâton il a dû subir ensuite. Juste, on va venir à la situation internationale, juste sur la préparation de ce budget. Vous disiez que vous seriez reçu par le ministre de l'économie. Il y a des discussions, le canal est ouvert, vous faites des propositions, vous êtes entendus. Des propositions, bien sûr. Oui. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu cette invitation, mais j'imagine qu'elle viendra. L'augmentation des impôts, vous allez faire, si on vous a bien entendu, vous ferez effectivement des propositions des impôts. Il ne faut pas compter sur vous pour venir avec des mesures d'économie ou de bonne gestion d'un certain nombre, par exemple, la sécurité sociale, peut-être. Non, mais moi je suis d'accord pour qu'on fasse
des économies. Que je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a des économies intelligentes à trouver, je suis prêt à ce qu'on les prenne. Simplement, une économie, ça n'est pas une coupe claire sur un budget qui sert en réalité les plus vulnérables, qui sert les services publics, qui permet en fait de préserver aussi nos biens communs. Ça, c'est non. En revanche, je suis bien convaincu que les sources d'économie, elles existent. Donc je suis prêt à les étudier une par une, mais pas des grands coups de rabot à la serpe en considérant que finalement, on fait ça à l'aveugle. Vous nous avez donné l'exemple la partie impôt vers les plus riches. Juste un exemple d'économie, Olivier Faure. Est-ce qu'on va y arriver durant cette heure? Est-ce que vous avez un exemple concret d'économie que vous verriez appliquer possiblement dans le prochain budget? Par exemple, je vous ai donné cet exemple sur les collectivités. Moi, je pense que quand on rénove un centre-ville, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand vous avez parfois jusqu'à 15 ou 17 structures qui viennent chacune mettre leur signature en bas du papier et dire on a contribué. Parce que, je le répète, quand vous avez 17 structures qui s'occupent du même projet, ça veut dire que vous avez 17 fonctionnaires chacun de leur côté. Et quand je dis 17, c'est en fait... Ce sont ces agences, en fait. Il faut à un certain moment qu'effectivement, on ramène de la rationalité et qu'on ne peut pas être dans un discours qui est du toujours plus. Ça, je suis d'accord. L'organisation, l'organisation du fonctionnement. Mais l'organisation, ça compte. C'est-à-dire que comme vous avez ça ne donnera pas tout de suite de l'argent. Il faut que ça se mette en place et ça prend des années. Donc là, s'il y a une urgence, en gros, c'est on taxe les riches, quoi. Mais moi, je suis pour qu'on fasse les choses dans l'ordre et qu'on les fasse proprement pour qu'on ne menace pas la vie des gens. Parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup ces gens qui vivent avec un tableur Excel et qui sont avec, comme moi ce matin, avec un costume et une cravate. Ils vivent bien. Et donc, avec leur tableur, ils se disent, ah ben là, hop, ok, là, il y a 3% de trop, j'enlève, etc. Mais derrière ces 3% qu'on enlève, il y a des vies. Et moi, c'est ces vies-là auxquelles je tiens. Et donc, je veux qu'on s'occupe d'abord des vies avant de s'occuper du tableur Excel. Et dans cet ordre-là, on peut arriver à des choses, et y compris faire des économies, ça va de soi. Vous parliez, Olivier Faure, du sommet de l'OTAN, de cet engagement des pays européens à investir 5% de leur budget dans la défense. Injonction de Donald Trump, du président américain. Considérez-vous, à l'instar d'autres, notamment je pense à François Hollande, encore lui, qu'on a été un peu humilié et peut-être dupé par le président américain. Il dit, Emmanuel Macron pense que ses amabilités à l'égard de Donald Trump, parfois même ses interpellations, seront récompensées. C'est méconnaître le personnage. Il ne respecte que ceux qui lui résistent. Emmanuel Macron ne résiste pas assez face au président américain? Vous voyez, je suis d'accord avec François Hollande. Ah, pour une fois, on pouvait vous mettre d'accord. Voilà. Ouais. On s'est fait humilier. La France s'est fait humilier. Les Européens se sont fait humilier. Vous avez d'abord eu le secrétaire général de l'OTAN qui s'est complu en courbette sur le réseau social X. Et ensuite, des Européens qui n'ont pas su résister et qui sont dans une forme à la fois d'accablement, mais qui sont aussi... finalement disponible pour la propre soumission. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La situation à présent à Gaza... Et justement, aujourd'hui, les Européens devraient prendre à la fois conscience du fait qu'effectivement, il faut une défense européenne. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça, et pas sous les ordres de Donald Trump, qui lui-même se retire progressivement. Et qui lui-même... n'est pas vraiment aidant en Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui lui-même ne respecte rien. Si aujourd'hui nous avons une situation qui est aussi compliquée sur le plan international, c'est parce que le droit international, que nous avions mis tant de temps à construire après la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui consciencieusement démoli par Trump, Netanyahou, Poutine, qui les uns après les autres considèrent que le seul droit qui reste, c'est la force. La force a supplanté le droit. Et donc, oui, c'est insupportable de voir que celui qui met en coupe réglée aujourd'hui le droit international, eh bien, est celui aussi qui discipline les Européens. Donc, à vous entendre, on se demandait avec Arlette Chabot si Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix. Vous n'êtes pas franchement sur cette ligne. Non, je ne pense pas que Donald Trump soit nobélisable, non. Ouais, Arlette Chabot, la situation à Gaza et les mots du ministre des Affaires étrangères hier soir sur notre antenne. Il propose effectivement que la France participe à la sécurisation des distributions alimentaires à Gaza. Il dit qu'il est très en colère, que c'est une honte de voir que des Palestiniens, des Gazaouis sont effectivement tués lors de ces distributions alimentaires. Est-ce que vous pensez que effectivement la France a raison de vouloir participer, d'abord de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, et puis de participer activement à la sécurisation de ces petites distributions? Comme vous le dites,
petite distribution. Et bon, je ne peux que partager de ce point de vue l'avis de Jean-Noël Barrot. Ce que je dis, c'est que la France devrait aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la famine, elle est organisée et qu'elle a un objet qui est un objet politique. Et que nous assistons malheureusement sous nos yeux à un génocide qui est en cours. Et donc que nous avons besoin non pas de le constater ex post, c'est-à-dire après qu'on découvre là, quelques années plus tard, que les historiens nous disent que c'était un génocide. Au sens de la Constitution de 48, nous avons, nous, les démocraties, ceux qui avons signé cet accord, cette convention, eh bien, nous avons un devoir, c'est de prévenir les génocides. Et donc, nous devons aujourd'hui être, non pas simplement à dire qu'on voudrait participer à la sécurisation de cette faible aide alimentaire qui parvient pour partie aux Gazaouis, mais organiser, en réalité, une pression suffisante sur Israël pour que le cessez-le-feu intervienne immédiatement, bien sûr que les otages soient libérés, mais que nous puissions aussi avoir une solution politique qu'on puisse entrevoir. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On voit bien que l'intention du gouvernement Netanyahou est au contraire de rendre impossible une solution à deux États. C'est la colonisation qui continue dans les territoires occupés, c'est l'extinction, enfin l'éradication des Gazaouis de la bande de Gaza. Et donc on est dans une situation où nous sommes témoins de ce qu'il se passe. Vous avez des ministres comme Ben Gvir, comme Smotrich, qui énoncent clairement l'intention du gouvernement, et nous sommes là les bras ballants. Donc il faut que l'Europe suspende. Un État palestinien. Bien sûr qu'il faut maintenant. Mais maintenant, la France devrait faire ce geste. La France, ce n'est pas n'importe quel pays. De manière individuelle, vous dites. Mais même de manière individuelle, bien sûr. À l'instar d'autres pays. Bien sûr, comme l'ont fait les Irlandais, comme l'ont fait les Espagnols, comme l'ont fait d'autres pays. Il y a déjà plus de 150 pays dans le monde qui ont reconnu un État palestinien. Il faut que les Européens, dans leur intégralité, reconnaissent un État palestinien et forcent la main de l'État israélien et force à Netanyahou et lui fasse comprendre qu'il ne s'en sortira pas comme ça et que nous le regardons parce qu'il a vécu depuis de longs mois, même de longues années maintenant, avec ce sentiment d'une forme d'impunité. Il y avait bien sûr des communiqués de presse toujours plus sévères, considérant que c'était impossible, mais il ne s'est rien passé. Pas de reconnaissance de l'État palestinien, pas de suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël, pas non plus de sanctions pour ceux qui aujourd'hui combattent dans l'armée israélienne et reviennent ensuite en France sans être inquiétés pour les crimes de guerre qu'ils ont éventuellement commis. En réalité, pas de sanctions contre la colonisation. Et donc tout ça, ça suppose aujourd'hui qu'on prenne totalement la mesure de ce qu'il se passe. Et que ça aille plus vite. Et que ça aille plus vite. Et une conférence qui, à date, on le sait, n'est pas de nouvelle date annoncée après l'annulation du 18 juin. Merci infiniment, Olivier Faure, d'avoir été notre invité dans l'événement du dimanche.